démarre tout de suite. Moi, je me présente, Marine Deliquer. Je suis chef de projet formation pour un organisme de formation inclusif. Et j'anime du coup ce webinaire sur les métiers de la recherche et de l'IA ce matin avec vous. Je laisse la parole aussi à ma collègue et co-animatrice Sylvaine. Tu as le micro coupé, Sylvaine. Je remets mon micro. Bonjour à tout le monde. Donc Sylvaine Latinier, chef de projet formation chez Simplon également. Donc je vais pouvoir là reprendre dans le chat vos questions pour les transmettre à Pauline, à Reynolds et à Marine. Voilà, donc on va essayer de respecter notre heure d'intervention et voilà, de bien gérer le temps pendant cette heure. Parfait. Je coupe le partage. On va laisser davantage la place, hein, comme ça, vous aurez en visu davantage Reynolds et Pauline. Est-ce que vous pouvez prendre la suite? Pauline, est-ce que vous pouvez justement vous présenter globalement dans un premier temps? D'accord. Donc déjà, merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Pauline. Je travaille aujourd'hui à l'IFIP en tant qu'ingénieure en génétique. Par contre, alors si je parle tout pas assez fort, n'hésitez pas à me rappeler pour que je hausse un peu le ton. Et donc là, aujourd'hui, je suis ingénieure en génétique animale. Donc mon parcours, peut-être brièvement, moi, j'ai voulu travailler en santé animale et donc j'ai démarré par quelques années à la fac en biologie. Et donc comme c'était pas assez appliqué, production animale, sur concours, j'ai intégré l'école d'ingénieur à l'agro de Rennes, où en fait, j'ai passé un diplôme d'ingénieur couplé à un master recherche, biologie appliquée aux productions et à la santé animale. Et à l'issue de cette formation, j'ai continué sur un doctorat en biologie animale. Donc là, c'était plus, analyse fonctionnelle et génétique. Et donc moi, j'ai pris cette, thèse un peu comme 3 ans de CDD où j'allais vraiment pouvoir me former sur, la partie recherche appliquée à une question, terrain. Donc l'idée était de trouver en fait un marqueur, précoce de l'infection des mammifères en fait chez la chèvre. Donc ça me permettait d'avoir une partie recherche et une partie appliquée. Et à l'issue de ces 3 ans de thèse, heu comme c'était donc j'ai fait cette thèse sur Paris, moi je voulais revenir en Bretagne et donc j'ai été et je ne voulais pas rester en recherche fondamentale, donc j'ai intégré en fait j'ai essayé de trouver une entreprise et donc j'ai continué en sélection avicole. Donc là, c'était beaucoup plus appliqué et c'était vraiment de la génétique animale. Et donc pour démarrer ce poste, on m'a proposé de partir, 7 mois aux États-Unis pour être formée avec un expert en génétique. Pour vraiment, avoir le côté appliqué, du poste et donc je suis restée là-bas, je m'en suis restée 5 ans en sélection avicole et donc ensuite j'ai intégré en tant qu'ingénieure en génétique l'Institut technique du porc. Donc là, mes missions, c'est, vraiment un peu donc c'est vraiment un côté là, je retrouve le côté recherche et appliqué, production animale. Voilà et donc là, ça fait, j'ai intégré l'IFIP depuis 2016. Ça va faire, bientôt 6 ans que je suis à l'IFIP. Voilà pour mon parcours. Merci Pauline. On laisse la place à Reynolds et après, justement, j'aimerais qu'on questionne un petit peu votre parcours de formation qui est assez, voire très très complet, Pauline. Oui. Reynolds, à toi. OK, bah, alors moi je suis un peu moins complet, hein, j'ai pas été jusqu'au doctorat. Alors pour ma part, donc Reynolds Renet, 34 ans depuis, 2 semaines. Donc aujourd'hui, alors concrètement, moi mon parcours il est plutôt technique, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire une licence en alternance dans le génie électrique et l'informatique industrielle et durant cette licence, j'ai rejoint le groupe Lacroix, donc ça va faire depuis maintenant, 2008 je crois que j'y suis et où j'ai eu la chance en fait de pouvoir évoluer toujours techniquement. Donc dans un premier temps en tant que technicien, puis après j'ai repris mes études pour, partir sur un diplôme d'ingénieur, toujours dans le même domaine, durant 3 ans en alternance avec le même groupe. Et puis, à la fin justement de cette école d'ingé, j'ai intégré un peu plus de data et c'est un peu comme ça que j'ai commencé mon aventure dans la data et qui mène, au bout d'un certain temps, à l'IA, donc qui est un petit peu la raison pour laquelle je suis, aujourd'hui ici devant vous.
Donc concrètement, une fois que j'ai fini ce diplôme, donc j'ai commencé à travailler beaucoup plus dans ce qu'on appelle le BI pour la business intelligence. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire parler les données. Donc en l'occurrence, business intelligence, en français, on parle d'analyse décisionnelle. Ça s'applique bien généralement à faire parler les données, mais professionnelles, enfin commerciales. Donc c'est, faire parler les chiffres d'une entreprise pour voir, qu'est-ce qui, fonctionne bien, qu'est-ce qui se vend bien et où est-ce que ça fonctionne bien. Mais comme j'étais issu un peu plus d'un milieu, technique et d'un milieu lié donc à l'environnement, à la gestion de l'énergie, je me suis dit: «Mais en fait, ce sont des méthodes que l'on peut appliquer aussi dans nos domaines et voir comment est-ce que c'est possible de mettre ce BI-là, un peu à profit de nos clients pour, la gestion de l'énergie, dans un réseau de chaleur pour une ville ou pour une école et voir comment est-ce que la data pouvait, trouver sa place. Et c'est ce qui nous a très vite mené, enfin, c'est ce qui m'a mené à rentrer en collaboration avec Marine pour cette partie, IA que l'on va, je pense, approfondir un peu plus tout à l'heure. Ça marche. Et bien, en fait, j'ai envie de l'approfondir maintenant, cette partie IA, d'intelligence artificielle. Tu commences un petit peu à en parler, Reynolds, autour de, faire parler la donnée et faire parler notamment des données commerciales. Est-ce que, quel type de définition, bien sûr pas forcément trop technique, on peut avoir hem, Heu, sur l'IA, et est-ce que tu aurais un exemple, parlant de qu'est-ce que ça peut faire? Et bien, effectivement, en définition, si je m'aventurais à essayer de donner une définition, c'est vraiment plein comment dire? D'outils qui vont permettre à une machine de pouvoir faire, des choses pour lesquelles elle n'a pas été explicitement programmée. C'est-à-dire, détecter que ça, il s'agisse, d'un téléphone, sans avoir codé qu'un téléphone, c'est forcément un machin carré, rectangulaire, avec un fond noir et qui, du coup, marcherait pas dès que j'allumerais l'écran. Voilà, l'IA, c'est ce qui va venir nous permettre en fait d'apprendre à une machine à, à faire des prédictions, soit pour faire de la classification, pour dire bah, ça c'est un téléphone, ça c'est une pomme, ça c'est une souris, sans avoir pris le temps de coder en disant bah, un téléphone c'est généralement quatre arêtes. En fait, on va plutôt partir sur cette notion donc, d'apprentissage. Alors, je vais plus parler des réseaux neuronaux parce que je travaille plus dans les réseaux neuronaux. Et l'IA, c'est un ensemble de plein de techniques où, on va apprendre à une machine en lui montrant des images, par exemple, pour faire de la détection d'objets, de la classification dans tout ce qui est lié à la computer vision, à l'analyse d'images. On pourrait faire la même chose pour le texte. Donc l'idée, c'est toujours de se dire que l'on va réussir à apprendre à une machine à faire quelque chose, mais par des méthodes, j'ai pas envie de dire détournées, mais plutôt par des méthodes, de répétition. On va lui faire répéter un exercice. Un peu comme on fait avec un enfant, si ce n'est qu'un enfant, très vite, il comprend qu'une voiture, c'est une voiture. Bah, une machine, c'est un peu plus long, il faut lui en montrer un gros paquet. Donc je ne sais pas si je réponds un petit peu à ta question, Marine, Oui, tout à fait. Je laisse la place à Pauline, justement, pour parler un petit peu de cette, comment faire parler les données, comment, permettre à une machine d'apprendre à faire quelque chose sur lesquelles elle n'est pas forcément destinée à détecter ce téléphone, justement. Toi, enfin, vous, de votre côté, pardon, elle, Hem, elle fait quoi, l'IA pour vous, notamment, au Sur les côté données. génétique? Ouais. Alors, l'IA, moi, je dirais que c'est venu, assez récemment au final dans mon travail et en fait, je pense qu'on en faisait déjà un peu avant, mais avec des modèles statistiques très simples, hein. Tout ce qui était, régression linéaire, modélisation, prédiction, on le faisait déjà, pendant que j'étais en thèse, sans forcément parler d'IA. Parce que, aujourd'hui, je pense en production animale, et en génétique, on cherche à prédire. À partir de données terrain, on va essayer à chercher à prédire, les performances futures des descendants ou à prédire, la performance future d'un animal dans des conditions différentes. Et en fait, avant, on faisait déjà un peu d'IA, de machine learning sans vraiment le dire. Et aujourd'hui, c'est arrivé et maintenant ça on a une surcouche justement d'IA qui arrive. On a aussi, l'informatique, la puissance,
calculatoires qui arrivent aujourd'hui, qu'on a à disposition, qui nous permettent de l'utiliser et de gagner encore plus en précision et peut-être en rapidité dans la capacité de prédire la performance future, si je vulgarise, hein. Donc ça, c'est une première partie dans mon métier de génétique. Et il y a aussi un autre côté, donc qui arrive un peu plus récemment justement, sur vraiment, de l'IA pure, donc d'apprentissage, où ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de proposer aux éleveurs des nouveaux outils d'enregistrement, pour être plus objectif dans la notation de l'animal. Et donc c'est là où on va faire intervenir, de l'analyse vidéo, de la photo, des données d'accéléromètre par exemple, et aussi on a, tout ce qui est données, d'ADN, où là vraiment des gros volumes de données, et donc c'est là où c'est intéressant pour nous et c'est pour ça que maintenant on se tourne vers l'IA, mais plus partie, deep learning, je dirais. Je sais pas Est-ce si que je justement, voilà, est-ce que vous pouvez, peut-être, vous Pauline, qu'est-ce que le deep learning? Et Reynolds, éventuellement, si tu peux mettre quelques mots sur le machine learning? Faut soit Je l'ai bien fait devenir. complémentaire, hein. Alors moi, de ma vision, de ce que j'en ai sur le deep learning, je dirais que on l'applique beaucoup plus donc pour tout ce qui est analyse vidéo, analyse d'images. Heu et donc là, on va faire intervenir, des réseaux de neurones. C'est-à-dire qu'on va mettre en entrée, si on fait de l'apprentissage supervisé, on va mettre en entrée une base de données que l'on aura annotée, et on va appliquer derrière des méthodes de deep learning qui vont pouvoir nous classer, heu, nos différentes catégories. Je le vulgariserais comme ça, je dirais, c'est peut-être un peu restrictif, mais ça, c'est ma vision du deep learning que j'en ai. Ça marche. Reynolds? Et concernant le machine learning, en fait, pour moi, l'analogie que je vais faire entre le deep learning et le machine learning, c'est un peu l'analogie que je ferais, par exemple, entre les mathématiques et la géométrie. Le machine learning, ça va correspondre un petit peu à toutes les techniques que l'on va pouvoir mettre en place dans une machine, dans un équipement, pour pouvoir faire, comment dire? Pour pouvoir, résoudre un algorithme, résoudre une problématique. Et le deep learning, ça va être une des matières spécifiques qui va fonctionner comme l'a dit Pauline, avec, des données en entrée qui vont servir de base pour venir, f créer un modèle. Mais en fait, ce sera une matière, donc ce sera l'analogie entre les mathématiques et la géométrie ou la trigonométrie, par exemple. On sera dans une matière, dans le truc. Et l'IA, c'est un peu plus global, ce sera une thématique, en fait. Ce sont des mots qui peuvent très vite porter un peu à la confusion parce on va parler de deep learning d'un côté, machine learning, de data science, d'intelligence artificielle, mais globalement, c'est un petit peu des mots qui vont entrer en sous-catégorie d'un thème à un domaine et puis à une matière bien spécifique. Mmh. Donc dans les mots-clés là qui sont revenus, via nos invités, on avait effectivement des mots qu'on a entendus, on a le réseau de neurones, on a l'analyse de data, des heures de Python aussi Oui. et tout ce qui permet de créer des modèles économiques, scientifiques à partir d'infos historiques. Eh ben, moi, ce que j'ai envie de répondre par rapport à tous ces mots-là, alors effectivement, je ne l'ai pas approfondi tout à l'heure, quand on parlait de faire parler la data, pour moi, c'est souvent la première étape. C'est-à-dire qu'on va commencer par, comme disait Pauline tout à l'heure, depuis longtemps, ils observaient les données, ils analysaient avec des statistiques ou peu importe la façon, mais en tout cas, ils partaient des données, présentes, des données existantes qu'ils mettaient en valeur. Moi, dans les cadres où j'ai évolué, j'avais donc pour le département de la Seine-Saint-Denis, l'utilisation donc de capteurs de température et la problématique de mon client, c'était de se dire: «Mais parfois, en fait, quand il y a le soleil qui va arriver sur une zone, il va y avoir des sondes de température qui vont monter beaucoup plus fort que les autres». Et l'idée, c'est de se dire: «Bah, on n'a pas envie de changer la régulation du réseau de chaleur pour des sondes qui sont juste éclairées plus par le soleil que d'autres». Bah, ça, en fait, pour s'en rendre compte, il faut réussir à mettre donc des visuels, donc de la visualisation qui va nous permettre de voir que sur une zone de la carte, la température elle monte un peu plus de 2, 3, 4 degrés. Sur une autre zone, il va y avoir un capteur qui va monter de plus de 150 degrés. Bah là, il y a un problème. Et ça, en fait, on est plus dans cette notion d'analyse de data. Et on commence souvent par ça, et on va se rendre compte qu'on peut humainement en tirer des conclusions. Et quand on a l'intuition que ça peut aller plus loin et que ça dépasse la quantité de données que notre cerveau peut, réussir à encaisser, mais qu'on a quand même l'intuition de se dire: «Bah, en fait, si on savait prendre ça, 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 ça en compte,
Là, on va commencer à rentrer dans des notions un peu plus, d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, mettre des réseaux de neurones et mettre toutes ces entrées qu'on a en intuition dans notre réseau, vraiment à l'entrée et essayer par, itération, recommencer, en bidouillant un petit peu, sans forcément et ça, c'est les outils d'aujourd'hui qui nous permettent de faire ça, sans forcément avoir de grandes connaissances en mathématiques, hein. On va pas rentrer dans des dérivés, dans des intégrations ou dans des mots qu'on connaît même pas. Le mettre dans un réseau de neurones, faire des heures de Python et essayer de voir comment est-ce qu'on réussit à obtenir un résultat qui va répondre à notre attente. Donc c'est vraiment comme ça qu'on passe de faire parler la donnée à un modèle qui peut tout seul faire des prédictions, estimées, en tout cas pour ma vision des choses. Super. Merci Reynolds. Là, on a bien introduit, je pense, cette thématique qui est l'intelligence artificielle. On a même introduit le lien qu'on peut avoir entre la recherche et l'intelligence artificielle. Donc, j'invite aussi tous les participants à poser leurs questions, faire des remarques, remonter voilà, pas mal d'idées dans le chat. N'hésitez pas, hein, tout au long de cette session ensemble. Pauline, vous démarriez tout à l'heure par votre parcours très complet jusqu'à un doctorat. Est-ce que on peut, pour l'ensemble des personnes qui sont là, qui sont dans le numérique, qui seraient éventuellement pas dans le numérique et qui seraient intéressées par l'IA, est-ce qu'il faut forcément passer par un master? Est-ce qu'il faut forcément passer par un doctorat pour arriver dans l'IA sur des thématiques comme ça, ou est-ce que finalement il y a quand même de l'accessibilité pour intégrer ces métiers-là? Non, alors moi, non, le doctorat, c'est pas obligatoire. C'est, pour de l'IA, en fait, pour moi, il y a plein de niveaux. Alors moi, pour l'IA, je ne suis pas dans la technique pure, mais par contre, je suis capable de comprendre et de savoir comment l'utiliser, de savoir les prérequis et le volume de données, des choses comme ça. Par contre, techniquement, je suis pas la plus à même pour monter des modèles, créer des modèles, faire apprendre les algorithmes et je pense qu'il y a plein de niveaux, en fait, dans ce métier d'intelligence artificielle. Donc, moi, avec mon parcours plus recherche, je vais peut-être être plus, disons en amont dans le montage d'un projet, dans la réflexion de me dire: «Peut-être que finalement ça pourrait, on pourrait partir sur ça». Mais après je vois aujourd'hui moi dans mon expérience, tout ce qui est, vraiment montage, développement de l'algorithme, finalement je le fais avec des prestataires ou avec des partenaires. Heu, Par contre, mon côté, donc doctorat, mais pas forcément, hein, ma partie plus recherche, ça, c'est plus une appétence pour être curieux et puis pour aller peut-être, chercher des choses plus innovantes, mais on n'est pas obligatoirement dans l'IA, en fait, voilà. Donc D'accord. Merci Pauline. Rénal, justement, cette vision sur les différents métiers justement qui peuvent représenter ce secteur de l'IA et leur accessibilité si on n'a pas forcément un master, si on n'a pas forcément un doctorat. Et ben, effectivement, je suis content qu'il ait pas besoin d'avoir un doctorat pour pouvoir en faire parce que sinon, j'y serais pas et c'est dommage parce que j'aime bien ça pour le coup. Effectivement, alors moi je l'IA, c'est vraiment quelque chose qui peut être accessible pour tous en fonction un petit peu de ses appétences et de ses envies. Aujourd'hui, alors ça existe depuis très longtemps l'IA, je crois que c'est 1950 les premiers, les premières évocations du terme, d'intelligence artificielle. Mais ce qui a vraiment démocratisé les choses depuis quelques années, c'est les kits de développement, j'ai envie de dire, qui permettent pour des personnes qui ne savent même pas ce que c'est, par exemple, une régression linéaire, de pouvoir créer leur premier modèle et d'avoir leur caméra qui va venir entourer une pomme et dire que c'est une pomme. Et en fait, tous ces outils, ça permet aujourd'hui, peu importe le niveau de compétences, mathématiques que l'on a, de réussir à exploiter ces réseaux neuronaux. Au final, l'IA, on s'en sert déjà, un peu au quotidien, on s'en rend pas forcément compte. On a nos téléphones, quand on va dire, «OK Google, OK Siri, fais telle chose», donc toi tu te calmes, de réagir et donc ça, c'est de l'IA et pour le coup, il y a vraiment pas besoin d'avoir fait de grandes études, hein. La preuve en est avec l'école Simplon. J'ai recruté donc un premier alternant qui avait fait, qui était plutôt prof
enfin, qui encadrait des profs en anglais pour de l'anglais en Chine, donc qui n'avait strictement rien à voir avec la donnée. J'ai envie de dire le truc qui était le plus proche d'exploitation de données, c'était, enfin gérer des feuilles Excel et aujourd'hui, c'est vraiment un élément clé dans mon équipe. Mais parce qu'en fait, il va avoir la curiosité de se renseigner, de regarder des tutoriels et aussi le fait de ne pas avoir peur de faire des essais. De toutes les façons, derrière sa machine, on est assez bien protégé quand on fait des essais, à part, perdre parfois 2 3 heures ou 2 3 jours pour faire des recherches, on perd pas grand-chose. Je pense que oui, je compléterais. Oui, je pense que c'est vraiment une histoire de curiosité, hein, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a plein de tutoriels, plein de vidéos qui montrent des exemples. On a même des codes sources. Donc en fait, si on a déjà un peu de curiosité et envie de toucher comme ça, c'est vraiment accessible à à tout le monde. Je vois mon père qui, à la retraite, va se mettre à faire du deep learning, mais par plaisir. Donc je pense que c'est vraiment, aujourd'hui, si on a envie et si ça plaît, je pense qu'il faut quand même avoir une appétence informatique, un côté de se dire: «J'aime programmer, j'aime coder». Mais après, les portes sont grandes ouvertes, hein, pour toute personne qui est curieuse et peut faire beaucoup de choses aujourd'hui, je pense. Tout à fait Mmh. d'accord Et pardon, Reynolds? et du coup, par rapport à tous les métiers, parce qu'il y a quand même une palette de métiers qui est assez important autour de ce domaine-là et il y en a qui vont être un peu plus en avance de phase pour se dire, quel est ce dont j'ai besoin? Qu'est-ce qu'on aimerait mettre soit sur le marché ou qu'est-ce qu'on aimerait créer? Après, il va y avoir plutôt ceux qui vont, être au fourneau et essayer de traiter la donnée, enfin, puis faire le modèle ou l'IA, nécessaire. Et puis après, il y a ceux qui vont chercher à prendre cette, on va dire cette première couche logicielle qui va être créée, cette première IA et les mettre dans une solution pour que ça fonctionne réellement dans le cadre pour lequel c'est censé fonctionner. Et du coup, en fait, il y a assez de métiers autour de ça pour y trouver un endroit où on va un peu plus, comment dire? Se spécifier. Après, ça dépendra aussi de l'équipe parce qu'on peut être dans des équipes beaucoup plus petites et où au final, on sera amené à travailler un petit peu sur chaque point, sans forcément être expert d'un point ou d'un autre. Donc c'est Mmh. intéressant parce que vous confirmez tous les 2, Pauline et Reynolds, qu'effectivement, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un diplôme, qui correspond à l'intelligence artificielle ou un niveau de qualification en tout cas, mais qu'on est aussi, pas que sur des compétences techniques, mais aussi sur des envies, sur une motivation, sur l'intérêt, qu'on montre à la matière. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a malgré tout des matières prérequises ou des connaissances prérequises qui vont aider quelqu'un qui souhaiterait se diriger vers l'IA? Alors, j'ai envie de répondre à ça. Faut déjà pas forcément être allergique à un ordinateur. Si on est allergique à un ordinateur, c'est allergique au clavier, à la souris, à l'écran ou à des lignes de code. Heu, alors même s'il y a de plus en plus de solutions no code qui commencent à voir le jour ou alors je sais pas comment on les travaille, mais ça commence à générer des réseaux où ça va faire plusieurs tests de plusieurs réseaux différents sans qu'on ait besoin d'écrire une seule ligne de code et parfois c'est assez performant, ça peut nous donner de bonnes intuitions pour savoir comment est-ce qu'on va aller faire notre propre réseau. Faut quand même pas avoir peur, ni de rechercher, ni d'un ordinateur. Donc première matière, j'ai envie de dire, c'est un peu le digital au sens large, heu, faut pas avoir peur de ça. Ouais, On peut s'en sortir sans les mathématiques, on peut s'en sortir, mais sans l'informatique, c'est cuit. c'est que ouais. Après, il faut peut-être aussi quand même une petite notion, mathématiques, un petit peu quand même pour comprendre les données, je dirais. Parce Oui. que bon, les modèles, on pourrait appliquer n'importe quoi sur des données, mais si c'est pas enfin on peut le faire, hein, mais derrière, est-ce que l'algo est pertinent? Est-ce que ça c'est durable dans le temps? Non. Je pense qu'il faut quand même un petit peu aimer, pas les mathématiques, vraiment pures et dures, mais heu, comprendre les données. Est-ce que c'est qualitatif? Est-ce que c'est quantitatif? C'est important quand même, je pense. Mmh. Oui, effectivement, si on veut aller loin, on a intérêt à plus on comprend, moins on en a peur et plus on va pouvoir se dire: «Bah, là, on est quand même plus sur quelque chose où à la fin, on veut une classification, me dire c'est une pomme, c'est un outil, c'est une voiture, c'est ceci». Ou plutôt sur un modèle qui va donner une valeur numérique et donc de se dire:
bah, du coup, le modèle en question qui est un peu plus mathématique ou un peu plus, de type classificateur sera plus adapté et c'est cette compréhension-là qui va nous y amener. Oui, qui ferait Mais en peut-être tout gagner un cas peu de temps, dans la réalisation. Donc si je résume un petit peu ce que vous avez dit, il y a plutôt une appétence effectivement, curiosité, appétence informatique et compréhension des données, on va dire, pouvoir les tourner dans tous les sens et puis, en ressortir quand même une certaine analyse. Mmh. Mais ça s'apprend aussi. Donc plutôt pas d'allergie, on va dire effectivement aux données, parce que c'est quand même la base de l'IA, en sachant que, je résumerai aussi tout à l'heure, on a parlé du fait qu'il n'y a pas forcément de prérequis de diplôme ou de parcours pour arriver, dans l'IA et il y a pas mal de formations aujourd'hui qui existent, pour amener à ces métiers-là, que ce soit de différents niveaux de diplôme et ça, bien sûr, la base pour rechercher ces types, de formations, ça va toujours être, le greffe. Donc par exemple, les sites, voilà, cet outil du greffe, typiquement si vous êtes en Bretagne, Greffe Bretagne, pour aller regarder un petit peu ce qui existe, les lieux, les organismes et puis, les programmes de formation. Je voyais du coup dans le greffe, voilà, Greffe Mm. Bretagne. Si ça- J'allais y venir, Marine. Il y a Ronan qui demande des noms d'outils ou de sites qui peuvent être consultés justement pour aller fouiner un petit peu. alors, une des compétences qu'on n'a pas abordées, alors qui n'est pas un prérequis, mais qui est quelque chose qui aide aussi, c'est non plus de pas forcément être allergique à l'anglais. Parce que quand on commence un peu à s'ouvrir à l'anglais, on se rend compte qu'il y a un tas de sites, un tas de documentation, un tas de vidéos YouTube, un tas de formations en ligne, qui vont nous faire gagner un temps fou dans la compréhension de tel ou tel modèle. Et bah, en termes de sites, bah, il y en a plein des sites français. Il va y avoir, Open Classroom, on va pouvoir se former, gratuitement. On va y avoir un site que j'aime bien qui s'appelle Coursera. Moi, bah, toute ma découverte de l'intelligence artificielle, je l'ai faite grâce à ce site en fait, à travers, 3 spécifications, dont une qui s'appelait l'IA pour tous, qui est faite par un ancien de chez Google et qui s'adresse à n'importe qui. Autant ma grand-mère que mon neveu qui sera plus intéressé par ces choses-là. Parce qu'on ne va pas rentrer dans des notions techniques de comment fonctionne l'IA, mais bien de ce que ça peut faire, de ce que ça ne peut pas faire et nous rassurer sur le fait que Terminator, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Les Coursera pour le mettre dans le chat, CERA, c'est ça? Alors je l'écris tout de suite. Super, merci beaucoup. Donc ça peut être, effectivement différents types de MOOC, MOOC, qui sont accessibles soit, gratuitement, soit sous forme d'un abonnement ou, et qui vous permettent soit d'avoir accès à une thématique, une ou des thématiques, d'avoir accès à un cours ou d'avoir accès à on va dire une médiathèque de différents cours, qui seraient à suivre, les uns les autres sur une temporalité. Donc il y a plein de choses qui sont accessibles aujourd'hui et vous permettent de mettre les pieds dedans et d'aller commencer à fouiner et savoir potentiellement si c'est pour vous ou pas. Donc là, on a deux questions de la part de nos invités. Alors, je prononce peut-être mal, je ne sais pas si c'est Roman ou Romane, qui a une question plus technique. Est-ce qu'on peut créer une IA qui crée d'autres IA? Alors, avant de répondre à celle-ci, je vais juste répondre juste finir sur le nom. On a donné quelques sites. En termes d'outils aussi, il y en a qui sont pas mal. Donc le Python qui est le langage, mais qui va s'appuyer sur un outil qu'on va appeler plutôt les notebooks ou les Jupyter, qui sont en fait une sorte de page Word ou une page de texte, où d'un côté on va avoir le code qui sera écrit, ou juste en dessous on va voir les résultats, et où ça permet en fait de très vite développer en ayant nos résultats en même temps. Donc on a l'impression de suivre une page, et dans cette page, il y a du code. Et ce notebook peut aussi servir à facilement apprendre le langage. Par exemple, il y a Google qui a un outil qui s'appelle Colab, heu et pour le coup, cet outil-là, c'est un notebook qui est directement hébergé en ligne. Vous n'avez besoin de rien d'autre en dehors de votre compte Google pour faire vos différents essais.
Et pour cette IA qui peut elle-même créer d'autres IA, alors aujourd'hui, non. Il n'y a pas d'IA il y a pas de ce qu'on appelle une IA générale qui peut, elle-même décider d'apprendre à faire quelque chose d'autre sur lequel elle n'a pas été prévue pour, et peut-être tant mieux pour nous dans l'immédiat. Mais donc ça n'existe pas. Par contre, il y a des outils, il y en a un que j'utilise beaucoup qui s'appelle DSS pour Data Science Studio, qui est un outil français qui a un peu le vent en poupe, hein. Je crois que Google a investi je ne sais pas combien de millions dedans. La boîte elle est à Paris et cet outil-là, par exemple, on va lui donner des données en entrée. On va lui dire: «Ben, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre telle chose». Donc on va identifier une variable de sortie et lui, en fait, tout seul, il va choisir plein de modèles d'intelligence artificielle, que ce soit donc des réseaux de neuronaux, que ce soit des forêts aléatoires, enfin plein d'outils qu'il va essayer. Et il va les essayer tout seul. Donc sans avoir à ce qu'on lui dise: «Je veux que tu essayes un réseau neuronal, je veux que tu essayes, des camines», peu importe. Il va se débrouiller, il va tous les essayer, essayer de voir en fonction des modèles qu'il a utilisés, quels sont les résultats qui sont, les plus proches de ce que ça devrait être. Donc, on n'est pas sur une IA qui génère de l'IA tout seul, mais par contre, on est sur un outil qui va tester plein de modèles d'IA et de nous faire gagner du temps. Super. Merci Reynolds. On a une question sur est-ce que vous pouvez décrire une journée ou une semaine type? Est-ce qu'il existe une journée type sur vos métiers, une semaine type? Est-ce qu'il y a de toute façon des missions que vous allez toujours ou des tâches que vous allez toujours enchaîner un petit peu dans le même ordre ou des choses que vous allez faire? Pauline? Alors, journée, semaine type. Alors, moi, j'ai deux casquettes, je dirais. J'ai une casquette développement d'outils, donc réalisation de chaînes génomiques. Donc là, je développe en fait les programmes pour prédire des valeurs génétiques pour les animaux. Donc ça, c'est des choses qui coulent un peu tout au long de mes semaines, où là, c'est toujours de l'amélioration, de l'optimisation de programmes. Et ma deuxième casquette, ça va être de monter des projets de recherche. Et donc là, c'est avec mes partenaires, avec les sélectionneurs, on va essayer de réfléchir à des nouveaux projets. Donc ils vont aujourd'hui souvent faire intervenir, de l'IA. Et donc là, c'est un peu plus du travail, qui va être ponctuel, donc c'est un peu rythmé par les appels à projets, donc avec des deadlines. Donc là, c'est des moments un peu plus intenses où il y a faut réunir les partenaires, définir le projet et rédiger le projet, monter le budget, pour déposer le projet. Donc ça, c'est des choses un peu plus, rythmées par les appels à projets qui vont prendre du temps et après tout au long de dans mes tâches de fond, c'est, essayer je vais réaliser peut-être plus des POC, donc comme pour tester un petit peu et pour pouvoir proposer des nouvelles idées aux sélectionneurs. Donc ça, c'est des tâches de fond, Pauline, du coup, un POC, c'est quoi? des preuves de concept. Comme moi, ce que je disais, je suis pas vraiment, je maîtrise pas non plus très, très bien les outils d'IA. Je vais essayer, je vais tester, voir si ça marche, juste sur des petits jeux de données, pour pouvoir après dire: «Voilà, on a possibilité de faire ça, donc il faut derrière monter un projet plus gros, trouver un prestataire, trouver des partenaires». Donc ça, c'est des choses que je vais faire un peu, en tâche de fond. Donc là, c'est là où je vais aller, chercher des choses sur internet, voir s'il y a pas des des vidéos, des tutos, des bouts de code, que je vais tester, en fait. Voilà. Donc ça veut dire aussi, Pauline, que, on parlait tout à l'heure de compétences, d'appétence pour le métier, mais ça veut dire que ça nécessite aussi, des capacités à structurer son travail, à travailler en mode méthodologie de projet, à rédiger aussi. Est-ce que ça, c'est essentiel dans votre métier aujourd'hui? Alors pour la recherche, oui, heu, aujourd'hui pour la recherche, on va toujours essayer de courir un peu derrière les financements et donc là,
pour avoir le financement, il faut être capable en effet de rédiger, de structurer le projet pour que derrière, que ça se concrétise. Donc il faut que ce soit réaliste, il faut qu'il y ait un budget derrière, il faut estimer les temps. Donc oui, hem, le montage de projet, c'est, vraiment une grosse réflexion en amont pour essayer d'être capable de se projeter sur des projets, donc 2-3 ans, voire 5 ans, être capable de définir les tâches, les actions à mettre en place, le temps et le budget. Donc en effet, les appels à projets, c'est des exercices. Bon, plus on en fait, et plus on s'améliore. Mais c'est vrai que pour les premiers appels à projets, c'est pas forcément, c'est du travail de rédaction. Mais ça, c'est spécifique recherche, enfin spécifique. C'est vraiment mmh, des exercices un peu spécifiques sur les appels à projets. Oui, donc il y a de la gestion de projet. Globalement, gérer un projet de A à Z, on parlait budget, on parlait ressources, on parlait gestion d'un client, gestion de délai, Mmh. des choses comme ça. Si vous êtes intéressé par la gestion de projet, il y a un rencontre un pro dans la gestion de projet aussi, donc je vous invite à aller regarder un petit peu de ce côté-là. Et ça, c'est plutôt des aspects autour, on disait, recherche et associés à de l'IA parce qu'aujourd'hui, on sent que, de votre côté, vous avez besoin de ces outils-là pour faire avancer aussi, la recherche, la génétique et Mmh. notamment côté animalier. Mmh. Reynolds, toi, tu as une semaine, une journée type? Alors, non, journée type, non, jamais. Semaine type, alors si, il y a au moins un truc qui est typique tous les matins, c'est qu'on commence par faire un peu prendre un café et savoir un petit peu qui va bien, comment est-ce qu'ils vont et puis aussi qu'est-ce que l'on va faire de la journée. Ça, c'est le point rituel de la journée et pareil aussi le soir, on a notre digital tea time depuis le covid qui fait qu'on a un peu un point, un peu plus, j'ai dire informel pour savoir un petit peu, comment s'est passée la journée, ce qui a bien marché, moins bien marché, histoire d'avoir un petit peu de redescendre un petit peu la pression. Par contre, les tâches qui vont être un peu plus, récurrentes, ça va vraiment être cette notion de continuer à apprendre. Une autre casquette, je suis aussi, prof dans une école, à Cachan et donc continuer à apprendre, c'est fondamental parce que l'IA, ça évolue, enfin, assez vite, en fait et plus que l'IA, c'est les méthodes pour appliquer les mêmes choses avant, mais qui font gagner parfois 3-4 fois plus de temps. On peut se dire, c'est pas forcément important 3-4 fois plus de temps. Il y a des modèles qui peuvent prendre plusieurs jours à s'entraîner, donc 3-4 fois plus de temps, c'est assez important, ça va on a de vrais gains. Donc continuer à apprendre et puis alors moi, pour le coup, travaillant dans un lab d'innovation, je suis aussi là pour vulgariser ces connaissances, de façon à pouvoir, rassurer mes collègues sur le fait qu'une techno, comme ça, en fait, elle peut être appliquée et elle peut servir nos métiers. L'exemple que j'ai en tête, bah, je peux le montrer, je pense. L'exemple que j'ai en tête, c'est, aujourd'hui, comment est-ce qu'avec avec 3 caméras sur un carrefour, on peut réussir à percevoir des piétons, des voitures et réussir à faire que, réellement, on va agir sur le contrôleur de feu qui va venir dire, bah, s'il y a des gens qui attendent, s'il y a des humains qui attendent sur les zones d'attente, bah, on va diminuer leur temps d'attente et donc ça, pareil, ce sont des POC que l'on va chercher à mettre en place et donc dans comment dire? Dans mes tâches quotidiennes, il y a cette notion de venir vulgariser pour donner confiance à mes collègues qui, eux, sont du métier, de venir se dire que globalement, c'est eux qui vont, comment dire? Une fois qu'on a fait ce POC, qu'on a prouvé qu'il y a peut-être une valeur, qu'on a prouvé qu'il y a de l'intérêt pour une collectivité, travailler à se dire: ben ça, il faut l'industrialiser». Donc cette notion d'expérimentation et de vulgarisation, c'est elle qui va venir nous conduire à créer un projet sur lequel on va travailler sur des laps de temps beaucoup plus conséquents et c'est une vraie conduite aussi du changement parce que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas l'habitude. L'IA, c'est vieux. En France, on est un peu en retard. Donc souvent, je dis pas qu'on prend de l'avance, je dis juste qu'on rattrape notre retard. Ça marche, hein. Et effectivement, le fait de vulgariser va venir, heu, ramener du monde dans l'IA, ramener de l'intérêt et notamment de l'intérêt projet. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Pauline, c'est ramener du financement, Mmh. ramener, des projets, du temps et des ressources, qui peuvent être des ressources hommes et des ressources financières pour aller travailler sur ce type de projet.
Et Reynolds, dans une entreprise, dans une structure, il y a toujours besoin justement d'aller mettre en évidence justement cette preuve de concept, ce POC, pour mettre en évidence, éclairer les bénéfices que ça peut avoir si on généralise. Tout à fait. Tout à fait. Et ça fait partie vraiment pour moi en tout cas aujourd'hui, en 2022, sur le métier de l'IA, il y a cette notion de vulgarisation qui est importante parce qu'il y a vraiment des croyances par rapport à l'IA. Par exemple, ce que je vous ai montré à l'instant, beaucoup de personnes imaginaient que globalement, il est impossible de traiter une image en local, enfin ce que j'appelle en local, c'est-à-dire dans le device, sans avoir une grande puissance. Alors que pour eux, traiter une image, il faut forcément envoyer ça sur des serveurs, sur des clouds qui ont beaucoup de puissance. Bah, l'idée, c'est de dire, bah non, en fait, si notre téléphone essaie de nous recadrer, nous, notre visage, pour faire de meilleures photos, un petit device qu'on mettrait comment dire, dans un poteau peut aussi le faire et apporter une valeur. Donc, c'est vraiment cette notion de se dire, il faut tester, voir si enfin, il y a aussi beaucoup d'intuition hein, dans ce domaine, voir ce que ça peut mener et puis après voir si ça a une vraie valeur par rapport à l'effort nécessaire. Après, vous avez aussi, vous, de l'expérience sur ces domaines-là, et quand vous dites, faut avoir de l'intuition, je pense que l'intuition vient avec l'expérience. Au démarrage, on teste, on passe plusieurs heures sur du Python, sur, des outils, et puis petit à petit, on va vraiment, cerner, avoir une meilleure compréhension, affiner notre compréhension des résultats, de leur analyse, pour du coup, pour une prochaine fois, peut-être y passer moins de temps ou privilégier un outil parce qu'on aura cette intuition de moi je sais comment ça fonctionne et où j'ai déjà expérimenté et je vais privilégier telle ou telle chose pour aller plus vite ou parce que c'est spécifique à mon sujet. Alors, on a dans le chat une question sur votre avis, Pauline et Reynolds, et puis peut-être les invités qui peuvent réagir sur le chat sur le documentaire AlphaGo. Moi, je ne l'ai pas vu. Alors, je ne l'ai pas vu non plus, mais par contre, j'ai lu 2-3 trucs dessus et puis j'en ai beaucoup entendu parler, bah, notamment par mon ancien étudiant Simplon hein, que l'on a embauché, qui lui, je suis sûr qu'il l'a vu et qu'il en parle beaucoup. Il y a surtout un truc que j'ai envie de dire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est Google, hein, c'est DeepGo qui a réussi à battre, bah, le meilleur joueur sur un jeu qui, a priori, il nous faudrait 100 ans, nous, pour réussir à le comprendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, depuis cet événement-là, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont aussi montés en compétences. Donc de plus en plus, sont devenus un peu meilleurs sur le jeu grâce à une machine qui les a soit vexés, soit battus. Donc au final, ça nous amène aussi sur les réflexions que l'IA, en dehors de nous faciliter la vie sur des tâches qui peuvent être rébarbatifs, bah, nous permet aussi de progresser sur des domaines de pointe en tant qu'humain. Alors peut-être Après, qu'un j'ai pas un vu un de des invités avait vu le documentaire. Est-ce qu'il y a des réactions sur le chat? Et puis n'hésitez pas à ajouter des questions. Il nous reste 10 bonnes minutes Ouais, il nous reste 10 bonnes ensemble. minutes. On a abordé pas mal de choses autour de la formation, de vos différentes. Est-ce qu'il y a des journées types ou pas, les différentes tâches, qu'est-ce que c'était finalement l'IA, parce que ce besoin de vulgariser vient aussi du fait que ce sont des gros mots qui ne sont pas encore forcément bien connus et reconnus. On a abordé quelques outils aussi possibles. Il y a des choses Marine. peut-être que tu peux rajouter et éventuellement peut-être donner des conseils. On en a donné quelques-uns, mais finir sur une petite conclusion, finir sur des conseils. Si vous avez Reynolds voulait réagir, Marine, pardon. Justement, on a parlé donc des sites enfin des MOOC, des cours en ligne. Il y a aussi quelque chose que je fais depuis 3-4 ans désormais. Donc, en dehors de lire, enfin j'aime aussi beaucoup lire, c'est une application qui s'appelle Audible. Ce sont des livres audio. Et en fait, il y a beaucoup de livres audio sur ce sujet-là qui nous permet, par exemple, quand on est sur un trajet travail-maison ou
avion, peu importe, de continuer à aller un peu plus en profondeur. Et il y a un livre que j'ai beaucoup, enfin, il y a 2 livres que j'ai beaucoup appréciés. Donc il y a eu La guerre des intelligences, qui va un peu mettre aussi en pas en opposition, mais, qui va traiter donc de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle, de voir un petit peu, comment en quoi c'est complémentaire, en quoi est-ce que ça va être conflictuel. Super, hein, c'est vraiment un super bouquin. Et puis Disruption, parce que pour le coup, on est vraiment dans un monde qui évolue, qui change. Les métiers que l'on avait avant ne seront pas forcément les mêmes métiers que l'on aura demain, mais pour autant, vivre avec son temps, c'est aussi participer à créer ces nouveaux métiers. Et ces 2 bouquins sont vraiment pas mal. Donc vraiment La guerre des intelligences et Disruption sur Audible. C'est Destruction, Reynolds? Disruption, je vais Pardon. l'écrire. Pauline, des outils ou Merci. des conseils que vous pourriez donner justement à des personnes qui s'intéressent à l'IA, qui ont envie davantage creuser ce domaine-là? Alors, bah, si je parle pour moi, j'ai pas fait du tout de formation IA, donc je me suis vraiment formée, toute seule en fait, donc par des open classroom, des MOOC, beaucoup, des tutoriels sur, YouTube et aussi des livres de vulgarisation de data science, de machine learning, mais vraiment à la base, au départ, très, très, très général, hein, juste pour comprendre un petit peu les termes. C'est comme ça que j'ai démarré et après, ce qui m'a mis le pied dedans, c'est quand, à partir de données, je m'y suis mise et j'ai testé des algos. Je me suis plantée au début, j'ai recommencé et en fait, ce que j'aime moi dans cette partie-là d'IA, c'est vraiment, valorisant et assez, hem, enfin oui, très valorisant, c'est quand on rentre des données, on fait tourner un modèle et puis derrière ça fonctionne et en fait, on a cette satisfaction de se dire: «Ah waouh, ça marche» et je trouve que ça, c'est dans une journée, c'est vraiment, c'est comme ça moi que j'ai avancé. C'est de me dire: «Ah oui, ça y est, ça fonctionne» et puis plus je teste et plus j'améliore et donc ça a un petit côté, assez ludique, je trouve et de jeu, en fait. On peut vite fait rentrer dedans en se disant: «C'est un peu du jeu». Heu, donc c'est comme ça. Je dirais que, les conseils que j'aurais, c'est d'être très curieux et d'être ouvert à, bah, oui, ça change, ça bouge vite et donc d'être toujours un peu à l'affût des nouveaux outils ou de pas se fermer, de se dire, «Ça change vite». Donc voilà. Je me permets, il y a Isabelle qui demande si l'outil Power Business Intelligence rentre dans le cadre de l'intelligence artificielle. Alors moi, c'est vraiment un outil que j'affectionne. C'est pour ça que j'ai réagi en mettant un cœur sur cette question. Parce que pour le OK, coup, quand je vous disais qu'après mon diplôme d'ingé, j'ai commencé dans le monde de la data, bah, j'ai commencé avant que Power BI ne sorte. Power BI, ça a dû sortir entre 2012 et 2014, je crois, quelque chose comme ça. Et avant, donc il y avait des outils, hein, pour faire du reporting, ce genre de choses. Par contre, Power BI, c'est vraiment l'outil qui a commencé à faciliter le fait de comprendre comment est-ce que la data fonctionne, comment est-ce que je peux la mettre en visuel. Quand je parlais de faire parler la data, c'est vraiment l'outil auquel je pense. C'est vraiment, on prend Excel, on prend Power BI, PowerPoint, on leur fait faire un bébé, ça fait Power BI. Donc du coup, les animations, elles sont vraiment faites à partir de la donnée. En cliquant sur un visuel, on va mettre en évidence l'impact de cette donnée-là sur mmh. un autre visuel. Et donc je dirais, heu, c'est pas qu'il va rentrer dans le cadre de l'IA. La data science sur l'IA, j'irai pas jusque-là. Enfin, en tout cas, avant les dernières, mises à jour de Power BI. Lui va fonctionner avec de l'IA. Il est capable, par exemple, en regardant les données, de comprendre le type de la donnée, dire: «Est-ce que ça, c'est, de l'argent? Est-ce que ça, c'est des dates? Est-ce que ça, c'est du texte?» Et donc tout seul, vous pré-mâchez ce boulot de traitement de la donnée. Et par contre, ce que ça va vraiment apporter, c'est ce dont on parlait, ce dont Pauline parlait tout à l'heure, c'est la compréhension de la donnée, de se dire plutôt quelle IA sera la plus, intéressante à mettre en place dessus. Parce que ça facilite un petit peu cette intégration et voir un petit peu les relations entre une donnée et une autre. Donc c'est vraiment un très bon outil, hein. Un outil, ouais, d'aide pour visualiser et pour mieux comprendre les données. Après, il y a, Power BI, nous, on utilise beaucoup des logiciels plus de statistiques du langage R qui va nous permettre aussi de visualiser les données. Ça, c'est quelque chose, je pense, d'important, d'être capable de représenter, des données par des graphiques, des histogrammes pour bien les comprendre.
Et puis peut-être de repérer des données aberrantes qui pourraient faire bouger les données, les algos. Donc, cette partie travail sur les données en amont, c'est très important. Il nous reste 5 minutes. Alors, il y a une question. Est-ce que le métier de radiologue va disparaître? Plus que d'aller effectivement, si vous avez un avis sur cette question, mais il y a une question particulièrement intéressante, je pense, après, en tout cas, qui est, il y a des formations courtes qui existent aujourd'hui dans le monde de la donnée, peut-être de l'IA. Est-ce que pour vous, selon vous, il y a un accès facile au monde du travail grâce à ça? Il y a Thibaut qui réagit sur cette même thématique, sur l'accès au marché du travail pour quelqu'un qui se formerait en autonomie grâce au MOOC. Donc globalement, comment accéder au marché du travail via ces formations courtes ou ces formations en ligne? Alors, ce sont des questions, pertinentes. Dans l'ordre, est-ce que le métier de radiologue va disparaître? Ah bah, du coup, j'invite réellement à écouter ou à lire le livre Disruption. Ça, c'est vraiment typiquement dans le sujet. Il y a des métiers qui ont disparu par le futur, il y en a d'autres qui vont par le passé, pardon, il y en a d'autres qui vont disparaître par le futur. Aujourd'hui, en France, il y a personne, il y a pas de pompiste dans les stations d'essence, donc quand vous allez, vous faites votre carburant tout seul. C'est des métiers qui ont disparu. Bon, sauf en Martinique, il en reste encore, je ne sais pas pourquoi. Donc le métier de radiologue peut-être et ce sera certainement une personne qui va se convertir à plutôt expliquer les résultats, plus qu'à rechercher la vraie, maladie qui est cachée dans les radios. Pour cette question sur le marché du travail, les formations courtes, bah, ça va dépendre de ce qu'on appelle une formation courte. Parfois, on n'a pas besoin de faire un diplôme d'ingé, donc 5 ans ou un master, donc encore plus. Enfin, pas master, pardon, un doctorat encore plus pour accéder au métier du travail et Simplon le prouve bien, hein. En 7 mois de formation, on peut déjà rentrer en alternance dans une entreprise. Donc c'est assez intéressant parce que là, du coup, on a encore 1 an pour continuer à se former et à voir si le métier nous plaît tout en étant rémunéré. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre sur cette question de en quoi est-ce qu'un MOOC est suffisant pour rentrer sur le monde du travail? Parce que c'est très bien pour apprendre tout seul. Moi aussi, hein, j'ai appris, que grâce à des MOOC et puis à des tutos. Mais pour autant, est-ce que sur un CV, c'est suffisant à faire rentrer? Je ne sais pas. Ça dépend, selon moi, vraiment du parcours et de ce qu'on a d'autre sur ce CV comme type de Oui. qualité, comme type de compétences à valoriser. En tout cas, il est possible, on parlait d'Open Classroom aussi tout à l'heure, qui est un MOOC en ligne, 100% à distance, et qui permet d'intégrer le marché du travail. Mais on n'est plus sur une formation courte, puisque là, on est déjà sur une formation d'1 ou 2 ans. Donc formation courte, avec quelques MOOC de quelques heures qui s'enchaînent, là, point d'interrogation. Je pense pour se spécialiser en étant déjà, dans le domaine du numérique, dans un métier, passerelle, dans un métier mathématique, dans un métier statistique, passerelle à l'analyse de données, peut-être. Mais effectivement, tout seul, ça me paraît quand même assez, peut-être pas suffisant. Voilà. Donc l'intérêt aussi, Reynolds parlait d'alternance sans aller jusque-là, l'intérêt aussi à un moment donné de mettre un pied dans l'entreprise, que ce soit via des stages, via des journées découvertes, mais ne jamais perdre le lien, je pense, avec les entreprises, quand on est dans un parcours de formation en toute autonomie. Il y a déjà des choses qui sont intéressantes, ne serait-ce que passer par des enquêtes métiers. Des enquêtes métiers, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez solliciter, si possible en présentiel, l'avis d'un expert, d'un pro, pour parler de son métier, de son parcours, un peu comme on fait là, mais aussi au regard de votre projet à vous, de votre parcours, c'est très pertinent. Vous avez après, voilà, des événements comme le Printemps du numérique qui peuvent aussi vous donner accès à des entretiens conseils, des choses qui vous permettent vraiment de vous placer au centre de la discussion avec votre parcours et votre souhait de vous projeter dans ce métier de l'IA en tout cas.
faire. Aujourd'hui, alors je ne sais pas, chacun d'entre vous, vous en êtes dans la construction de votre projet professionnel, mais voilà, ce sont des choses que vous pouvez très bien rajouter sur votre CV. Il peut y avoir une rubrique pendant que vous êtes en train de réfléchir là à votre projet. Il peut y avoir une rubrique qui s'appelle construction de mon projet professionnel et dans laquelle vous mentionnez effectivement votre participation au Printemps du numérique, la participation à cette session-là aujourd'hui, parce que dans un premier temps, elle va montrer votre curiosité, votre appétence pour la matière, et après, elle sera consolidée par effectivement des formations à distance ou voilà, par tout ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour montrer que voilà, vous vous intéressez à la matière et que l'entreprise peut le voir de manière concrète sur le CV. Donc là, il nous reste quelques Juste secondes, pour donc finir, Marine va sans doute clôturer. un outil aussi ou une démarche qui peut être intéressante, c'est effectivement plutôt l'immersion en entreprise, tout ce qui va être outil de Pôle emploi, la PMSMP, la période de mise en situation professionnelle dans l'entreprise, peut être une période de plusieurs jours jusqu'à plusieurs semaines, jusqu'à un mois, il me semble. Et ça, c'est aussi intéressant à rajouter dans son fonctionnement de construction d'un projet professionnel vis-à-vis d'un nouveau métier, notamment de ce métier de l'IA, d'aller encore plus que l'enquête métier, d'aller sur le terrain avec du coup un professionnel de la donnée, de la donnée et puis de l'IA. Regardez si ça peut vous plaire et quelle est la marche du coup qui vous manque éventuellement pour atteindre ce métier-là. Est-ce que vous avez un petit mot de fin à préciser pour terminer ce webinaire, ou est-ce que voilà, c'était en tout cas très, très intéressant, je pense, pour nos invités de nous écouter et de vous écouter parler de votre formation, de vos métiers, de votre quotidien et puis des outils possibles. Un petit mot de fin? J'ai envie de dire qu'il ne faut pas hésiter, il faut essayer. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est ouvert, c'est accessible, c'est dans l'air du temps. C'est ce que disait Pauline sur cette satisfaction qu'on a quand on met quelque chose en place et qu'on voit que ça commence à fonctionner. Enfin, moi, je sais qu'à titre perso, je bidouille chez moi et que je suis en train de me dire, je mettrais bien une caméra pour m'ouvrir mon garage. Et la première fois qu'elle m'a écrit Reynolds sur ma tête, cette satisfaction, ça se quantifie pas. C'est exactement ça. Je dirais plus largement, effectivement, il y a cette satisfaction, c'est presque la satisfaction du numérique. Dès qu'on code, il y Ah, a tout cette à fait. satisfaction de C'est ça vrai, fonctionne. Et là, c'est on vrai. rajoute cette brique IA avec une satisfaction supplémentaire et des modèles voilà, en plus. Donc, si vous avez envie de chercher et d'aller trouver cette satisfaction, eh bien, écoutez, vous savez que les métiers de l'IA sont accessibles. Et voilà. Pauline, un petit mot de fin? Non, c'est pareil, amusez-vous avec les données et puis voilà, après ça va tout seul, hein. Si on se fait plaisir, si Mmh, on a trouvé la chose, qu'on aime, je pense que ça se fait tout seul ça et on Super. Merci, en tout cas, merci à vous deux, merci à Sylvaine, merci à tout le monde pour votre participation. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de bien mûrir cette réflexion vis-à-vis de ce nouveau métier, de ce métier ou de ces métiers de la recherche et de l'IA. Et je vous souhaite du coup une bonne journée. bonne journée à Au vous. Merci revoir à tout le tous. monde. Bonne journée Au à tout le monde. revoir. Merci pour votre participation.